18h39, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1, toujours avec Louis de Ragnel, avec Joseph Massescaron, Éric Revel, et on a le plaisir de recevoir Henri Guénaud. Bonsoir à vous. Bonsoir. Alors, je vous ai propulsé ancien ministre de Nicolas Sarkozy, évidemment. Non, vous êtes ancien conseiller de Nicolas Sarkozy. C'est spécial. Conseiller spécial. Attention, voilà, à l'époque, ça correspondait à une vraie nomenclature. Oui. Ah oui. Aujourd'hui, c'est un peu galvaudé. Bon, oui. Donc, Henri Guénaud, mais pas de regret de ne pas avoir été ministre. Oui. Pas de regret de ne pas avoir été ministre pour vous. Non. Voilà. Non. Parce que vous aviez plus de pouvoir en étant peut-être qu'un ministre. Aujourd'hui, les conseillers sont plus spéciaux que spéciaux. Ah, pas mal pour Joseph Massescaron. Moi, j'aurais bien vu Henri Guénaud, pourtant, au ministère de l'Intérieur. Oula. Oui, pourquoi pas. Oui, bon. Il y a tout le temps. Ça vous aurait plu, ça. Il y a eu le grand ministre de l'Intérieur, oui. Sous Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy. Oui, ah oui, oui. Ah oui, oui. Bon, alors c'est bien, on peut refaire l'histoire comme ça, mais ce qui nous intéresse, c'est ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays, Henri Guénaud. Oui, mais ça, c'est le produit de l'histoire, ce qui se passe dans notre pays. Oui, alors c'est le titre de votre livre, je le rappelle, c'est « À la 7e fois, les murailles tombèrent ». C'est chaque jour qui passe, en fait, on s'aperçoit que votre diagnostic est hélas le bon. On a une classe politique, on se demande pourquoi elle joue à déposer des motions de censure dont elle sait qu'elles ne serviront à rien. Est-ce que, véritablement, il y a un décalage tel avec la réalité de ce que vivent nos compatriotes que ça va se traduire par une abstention massive dimanche prochain? Pour vous, Henri? Oui, l'abstention sera massive. De toute façon, même si elle est un peu meilleure que l'annoncent les sondages aujourd'hui, elle sera massive. Elle est presque toujours massive sur les élections européennes. Voilà, elle est massive aussi aux élections législatives, c'est un peu plus inquiétant. Mais aux élections européennes, elle l'est à la fois parce que la politique devient franchement inintéressante pour la plupart de nos concitoyens, et d'autre part parce qu'ils savent que ça ne sert pas à grand-chose. Ces élections européennes vont servir à quoi? Elles vont servir non pas à réorienter l'Europe, non pas à faire bouger la politique française, elles vont servir à déstabiliser le pouvoir en place, à dire son opposition plus ou moins radicale au pouvoir en place, ou bien à lui apporter un soutien. C'est pas un vote d'adhésion, donc quoi qu'il arrive, pour vous, ce qui se passe du côté du Rassemblement national, en Guénaud? Non, je crois que c'est pas un vote d'adhésion. Les gens, on dit on va voter pour Monsieur Machin, Madame Machin, mais en réalité c'est pas une élection présidentielle. C'est pas voilà, là, beaucoup de gens qui votent pour le Rassemblement national aujourd'hui ne votent pas pour le Rassemblement national, mais vont voter contre le pouvoir en place. Il y a une dynamique du vote utile qui, je ne dis rien de très original, mais qui dépasse assez largement. Il y a évidemment des gens qui adhèrent aux thèses du Rassemblement national, mais beaucoup de gens qui vont voter pour cette liste, encore une fois, vont voter parce qu'ils ont trouvé un instrument pour désavouer le pouvoir en place. Voilà. Louis de Ragnel ? Et du coup, si on suit ce que vous dites, pour vous, c'est une erreur de la part du Rassemblement national d'avoir nationalisé un peu à l'extrême cette campagne européenne? Non, d'abord, il n'est pas le seul à avoir nationalisé. Mais puisque l'élection européenne n'a pas une grande importance pour l'Europe, que vous envoyez 5, 10, 20 ou 30 c'est plus dans la symbolique, c'est-à-dire que députés, Marine Le Pen et Jordan Bardella répètent que c'est un moyen de sanctionner Emmanuel Macron, répètent qu'au lendemain des élections européennes, il y aura peut-être un avant et un après, et donc, par exemple... Alors, je pense qu'ils ne se font pas d'illusions sur l'après. Bien sûr, mais ils installent dans le débat public, ils essayent de faire entendre la petite musique, de faire croire qu'il va se passer quelque chose. Qu'il y aura quelque chose de nouveau, qu'ils demanderont à Emmanuel Macron de changer de Premier ministre. Tout ça, alors, voilà, c'est assez intelligent comme calcul politique. Voilà, c'est la preuve. Ça marche assez bien, puisque le reste, tout le monde sait que ça n'a pas beaucoup d'influence sur ce que sera l'Europe demain ou après-demain. Parce qu'elle est aux mains des technocrates, cette Europe-là ? Comment ? Elle est aux mains des technocrates, cette Elle n'est pas seulement aux mains des technocrates. Elle est aux mains d'un tas de gens qui appartiennent à des pays différents, des partis différents, et qui se regroupent. D'ailleurs, c'est extraordinaire, parce que dans les élections européennes, vous avez des partis au Parlement européen qui regroupent des partis nationaux, mais les partis nationaux approuvent le programme de leur parti au Parlement européen, du parti dont ils font partie, ou de la coalition dont ils font partie, mais ils font campagne
Sur un programme différent dans chaque pays, et en particulier en France. Donc vous votez pour des gens dont le programme n'est pas celui qu'ils vous vendent, dont le programme réel est celui de leur parti au Parlement européen. Voilà. Donc tout le monde a compris depuis longtemps que tout ça était une illusion. Une triste illusion, Éric Revel. Ça donne pas super envie. Non, mais alors, je suis juste à côté de vous, j'ai pas eu à tendre l'oreille. J'ai entendu ce que vous aviez dit, répondu à Louis Dragnel sur la question du Rassemblement national, et vous avez dit pour la suite, ils ne se font pas d'illusions. Non, ils ne se font pas d'illusions sur le fait que M. Macron ne va pas démissionner le lendemain matin. Ni dissoudre l'Assemblée. Ni changer. Alors, la question que je vais vous poser, si vous répondiez ça, donc vous venez de le faire, c'est en 2027, vous considérez que ce marqueur pour les élections européennes, dont tous les sondages disent que le RN va l'emporter largement, c'est une élection de mi-terme qui sert de tremplin au RN pour arriver au pouvoir en 2027, ou bien il se passe autre chose? Alors, jusqu'à présent, on a toujours regardé les élections européennes comme un prélude à l'élection présidentielle, et ça n'a jamais fonctionné de cette façon. D'ailleurs, tous ceux qui avaient réussi aux élections européennes, qui avaient gagné les élections européennes, ont perdu de très loin l'élection présidentielle. Voilà, il n'y a pas de lien, il n'y a pas plus de lien entre l'élection européenne et l'élection présidentielle qu'il n'y a de lien entre Nicolas Sarkozy, battu aux européennes par De Villiers et Pasqua, et élu président de la République quelques années. Non, ça n'a pas été de la fois suivante. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on pouvait penser qu'il avait mordu la poussière, en fait. Oui. Mais en plus, regardez le sort de M. Jadot, par exemple. Et vous pouvez faire cette lecture sur toute la période. On a gagné en 2009 l'élection européenne assez largement pour la liste de la majorité présidentielle, et on a perdu l'élection présidentielle. Vous pouvez regarder toute l'histoire. En réalité, tout ça n'a pas de rapport. Tout ça, encore une fois, la façon dont on a construit cette Europe fait qu'il n'y a pas de rapport entre ce qui se passe à Bruxelles et ce qui se passe au plan national en termes de politique. Il y a un rapport, bien sûr, parce que en termes de normes de loi, puisqu'on laisse la loi européenne dicter sa loi à la loi nationale, mais ce qui se passe là-bas n'a pas beaucoup de rapport en réalité avec la vie politique nationale. Voilà. Avant, on a envoyé des délégations des parlements nationaux. Ça avait un sens pour une Europe qui est une Europe composée de peuples et de nations. Puis un jour, on a décidé de faire un Parlement européen élu au suffrage universel. Mais comme il n'y a pas un seul peuple, un seul parti, des partis transnationaux, parce qu'il n'y a pas un seul peuple, il continue à y avoir des pays. Tout ça est un vaste trompe-l'œil. Voilà. Allez, une question de Joseph Massescaron. Il y a une chose, en tout cas, que la doxa européenne a réussi, c'est à faire croire à beaucoup de personnes, enfin à peu près, d'ailleurs à tout l'establishment politique, que le mot souverainiste était un gros mot. C'est-à-dire, il suffit de prononcer aujourd'hui, si vous voulez discréditer un adversaire, vous le traitez de souverainiste. Alors moi, pour ma part, je n'emploie jamais ce terme. Mais pourquoi c'est pas un mot qui parce correspond ? que je pense que le souverainisme a le défaut de privilégier le contenant sur le contenu, si je puis m'exprimer ainsi. C'est-à-dire que moi, Général de Gaulle, il ne dit pas au début des mémoires de guerre, toute ma vie, je me suis fait une certaine idée de la souveraineté française. Il dit toute ma vie, je me suis fait une certaine idée de la France. Et donc, ce qui est important, c'est le contenu de la souveraineté. C'est quelle est l'idée que nous nous faisons de notre pays, quel est notre projet de société, notre vision de l'homme. Voilà. La souveraineté, c'est un moyen, ou plutôt c'est ce que moi j'appelle l'expression ultime de l'existence d'un peuple. C'est la possibilité qui n'est pas de l'ordre de la politique. On ne peut pas l'enlever, la retirer à qui que ce soit, pour un homme ou pour un peuple, de dire non. Voilà, à la fin des fins, de dire non. Alors après, il peut ne pas l'exercer, il peut se priver des moyens de l'exercer confortablement ou efficacement, mais on ne peut pas lui retirer ça. La souveraineté, la souveraineté, c'est ce que Malraux appelait la force du non, NON, dans l'histoire. D'ailleurs, il y a en effet la campagne de Maastricht avec ce magnifique slogan. Bien sûr. Voilà, c'était la liberté, je chéris ton nom. Cette force du non, elle existe aujourd'hui encore ou pas ? Comment ? La force du non. La capacité de dire non, est-ce qu'elle existe aujourd'hui dans la classe politique ? Alors dans la classe politique, pas beaucoup, ça se voit. Dans le peuple, oui. Voilà, parce que aucun peuple ne peut l'abandonner. Il peut
temporairement renoncer à l'exercer. Mais si vous voulez, en 1940, Vichy ne veut pas exercer la souveraineté. Et à Londres, la France libre veut exercer la souveraineté. Voilà, on peut ne pas vouloir l'exercer. Ça ne veut pas dire qu'elle a disparu. Elle va vivre chez les maquisards, des glières ou qui vont mourir dans les maquis. Elle va vivre dans la France libre. Elle va vivre à Bir Hakeim. Et puis elle ne vivra pas à Vichy. Voilà. Mais elle est là. Dans les tréfonds du peuple, il reste cette possibilité de dire non. Justement, Henri Guénaud, on est en pleine commémoration des 80 ans du débarquement. On va vivre 3 jours de pérégrination mémorielle, selon les termes employés par l'Élysée pour le président Macron, avec un point d'orgue le 6 juin, avec cette cérémonie à Omaha Beach. Est-ce que vous êtes surpris, choqué que le président Macron prenne la parole jeudi soir à la télévision pour évoquer la situation internationale et la place peut-être de l'Europe dans le monde? Vous remarquerez que ça n'a pas beaucoup de rapport avec l'anniversaire du débarquement. Oui. Que le président de la République prenne la parole pour l'anniversaire du débarquement ne me choque évidemment pas. C'est même son devoir. Bon. Qu'il fasse 6 discours d'affilée, si j'ai bien compris, à l'occasion de cet événement, est déjà un peu plus discutable en pleine campagne électorale. Après, je ne sais pas quel est le temps prévu pour son intervention à la télévision, mais en général, elle dure assez longtemps. 2 jours avant la fin de la période de campagne officielle, avant... Les présidents intervenaient de temps en temps quand l'enjeu était très important, avec une petite allocution très brève qui faisait hurler l'opposition. Mais là, c'est autre chose. On mobilise les 2 plus grandes chaînes de télévision pendant, je ne sais pas, 2 heures. Peut-être moins, je ne sais pas combien de temps va durer cette interview. Mais... Le Premier ministre est partout. Voilà, il y a quand même ça dit quoi Ça dit quoi pour vous, Henri Guénaud, que le pouvoir exécutif envahit l'espace médiatique? Le pouvoir exécutif finit par sortir un peu de son rôle dans cette affaire. C'est-à-dire que dans une campagne électorale, d'abord, il y a une période de réserve pour le gouvernement. Donc, la réserve, ça veut dire quand même qu'on se retient de trop intervenir pendant cette période. Ça fausse le jeu, qu'on le veuille ou non. Mais ça a un inconvénient quand même pour les institutions de le faire à ce point, et pour le président de la République, c'est que si ça tourne mal, si les résultats sont mauvais, le président de la République ne pourra pas dire « moi je ne suis pour rien, c'est une élection européenne, je ne suis pas concerné, ça concerne les partis et pas moi ». Et donc ça va forcément, si le résultat est mauvais après des interventions aussi répétées, aussi insistantes, eh bien, ça ébranle quand même la légitimité du pouvoir. Louis Dragnel. Alors, Henri Guénaud, à l'occasion donc de ce 80e anniversaire du débarquement, en coulisses, il y aura des discussions évidemment sur la question ukrainienne. Et il se murmure qu'Emmanuel Macron pourrait annoncer l'arrivée, le déploiement de certains soldats français parmi des instructeurs, des formateurs auprès de l'armée ukrainienne. Quelles pourraient être les conséquences d'une telle annonce ? Henri Guénaud. Alors vous savez, vous vous souvenez comment a commencé la guerre du Vietnam pour les Américains? Ils ont commencé par envoyer des instructeurs. Au bout de 4 ans, ils étaient 1 demi-million. Et ils ont fait la guerre. Voilà. Et on a tué beaucoup d'Américains. Beaucoup de Vietnamiens aussi. Hein. Mais, bon, donc... C'est toujours la même histoire. C'est une escalade depuis le début de cette guerre. Voilà, c'est l'engrenage et l'escalade. On joue avec le feu, avec cet argument que je trouve absolument insupportable, qui consiste à dire mais on avait fixé la ligne rouge à l'envoi d'armes offensives. On a envoyé des armes offensives, il ne s'est rien passé. Puis des chars, il ne s'est rien passé. Puis des avions, il ne s'est rien passé. Puis maintenant, on autorise à tirer sur le territoire russe. Et vous allez voir, il ne va rien se passer. Le problème de ces lignes rouges, enfin de la dernière ligne qu'il ne fallait pas franchir avant que les choses tournent mal et nous échappent, c'est qu'on ne sait qu'après que c'était la dernière. Voilà. Donc, je trouve ça extraordinairement dangereux et je trouve que à ce stade, ça mériterait au moins un grand débat national, pardonnez-moi. Le président de la République a le pouvoir d'envoyer des troupes dans l'urgence, parce que l'intérêt de la France voilà, est menacé. Sinon, il me semble, et là, il n'y a pas d'urgence, hein, on n'envoie pas un commando pour libérer des otages à Kolwezi. Là,
il me semble quand même que la nation a son mot à dire. Voilà, sur quelque chose qui peut nous entraîner très très loin, et qui nous entraîne déjà de plus en plus loin. Henri Guénaud, est-ce que vous soutenez quelqu'un pour ces élections européennes ou pas? Non, d'ailleurs, moi je ne me suis prononcé pour personne. Pour personne. J'assiste. Vous ne voterez pas pour votre famille traditionnelle de la droite? Je vous dis, d'abord, je ne soutiens personne. Après, je ne vous dirai pas ce soir pour qui, non, mais bon. Vous irez voter pour qui je voterai. Voilà, mais disons que je ne suis pas enthousiasmé par l'offre politique du Et moment. vous rendrez dans les bureaux de vote? Oui, Vous irez je me voter rendrai dans les bureaux de vote. Je me rends toujours dans le bureau de vote. C'est l'endroit important. Éric Revel, une dernière question avant le... Oui, est-ce que vous attendez, la fin. dans ces différentes prises de parole du chef de l'État, à ce que, il évoque la question ukrainienne, notamment peut-être pour formaliser la rumeur qui voudrait qu'on envoie des troupes, mais est-ce que vous attendez à ce qu'il parle également de la situation à Gaza? S'il parle de la situation internationale, il me semble qu'il y a au moins 2 sujets qu'on ne peut pas éviter, c'est l'Ukraine et la Russie, et ce qui se passe, Bien. Ce qui se passe Donc à vous Gaza. trouvez que la position française est claire, confuse, traditionnelle, diplomatiquement, à la conception qu'a la France du dialogue au Moyen-Orient? Bon, la clarté n'est pas la principale vertu de la position française depuis le début du conflit. Il me semble qu'il n'y en a qu'une seule possible, mais elle exige un peu de retenue, un peu de cohérence, qui est la France a là un rôle à jouer pour essayer d'abord pour essayer de trouver le chemin de la paix et le chemin par lequel on finira un jour, j'espère, par arriver Et vous à la solution des deux excusez-moi, vous États. pensez que la reconnaissance de l'État palestinien est inévitable? Que la reconnaissance de l'État palestinien Rapidement, est il Non, nous mais elle reste est très peu de inévitable temps. le jour où on a une solution, où on a enfin trouvé une solution pour créer 2 États. Parce que reconnaître un État qui n'a pas de substance, qui n'a pas pour l'instant de vrais représentants, qui n'a pas, Comme l'ont fait d'autres pays d'assise européens. territoriale, qui n'a pas, on peut considérer que c'est une façon d'avancer. Je ne crois pas que ce soit une façon d'avancer. Voilà. Mais je ne suis pas contre la reconnaissance un jour de l'État palestinien. Je crois même qu'il faut y travailler. Mais je ne crois pas à ces décisions à l'emporte-pièce qui, au fond, ne sont même pas des décisions symboliques. Hein, sont des... Merci Henri Guénaud. À la 7e fois, Les Murailles tombèrent aux éditions du Rocher. Merci d'être venu ce soir dans Punchline sur CNews et Europe 1.